Michel Courtet. Merci, Monsieur le Président. Donc, pour la délibération numéro 2, qui va évoquer la contribution de Brest Métropole au schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation porté par la région Bretagne, dont l'acronyme est SRDE2I, donc un petit peu compliqué, je dirais schéma régional de développement économique, peut-être pour être plus court. Bon, dans le contexte qui est celui de cette délibération, il faut peut-être rappeler que les régions sont devenues par la loi NOTRe chefs de file en matière de développement économique et que c'est dans ce nouveau contexte de la loi NOTRe que s'inscrit cette nouvelle relation. Pour ce qui concerne la région Bretagne, celle-ci disposait d'un schéma régional. Il avait été adopté en 2013 et donc la région a choisi de réactualiser celui-ci. Donc d'aller sur cette réactualisation. Bon, je rappelle que le concept là, sur lequel on peut peut-être ramasser le schéma régional est celui que l'on appelle le concept de la glase économique. Mais en revanche, les lois NOTRe et MAPTAM ont amené la région à intégrer dans son schéma de développement économique, donc c'est le sujet de la délibération, un chapitre métropolitain qui présente les stratégies de développement économique des territoires de Brest et de Rennes. Alors nous nous y étions préparés par l'élaboration de notre SNDE, stratégie métropolitaine de développement économique, donc stratégie qui a été animée par Brest Métropole, à laquelle nous avions associé très étroite les différentes collectivités et notamment le Conseil régional de Bretagne. Bon, je rappelle aussi que ce processus d'élaboration de la SNDE a été lancé à la rentrée 2015 et a été adopté par notre Conseil le 24 juin 2016. Donc nous sommes donc présents avec notre SNDE au rendez-vous qui est celui proposé par la région. Le texte qui est joint à cette délibération est la synthèse de notre stratégie et figurerait donc dans la délibération qui sera soumise au vote du Conseil régional la semaine prochaine et en donnant en quelque sorte la brique de notre territoire au sein de la stratégie de la région. D'ailleurs, ce texte, en tant que projet, a été présenté ce matin à Rennes à la conférence territoriale de l'action publique, donc je vous y représentais, monsieur le Président. Peut-être en quelques mots de rappeler que ce texte, le texte de notre SNDE, de notre stratégie, concernant donc celle-ci, s'articule autour de 3 points. Le premier, les fondements de notre stratégie avec un diagnostic. En deuxième point, les 5 défis de la SNDE. Et en troisième point, la mise en place d'une nouvelle gouvernance économique de notre territoire, donc à laquelle la région a confirmé, le Conseil régional a confirmé sa participation. Bon, la mise en œuvre de notre stratégie est d'ailleurs à ce jour pleinement engagée. Donc plus tard, une convention d'application et de synergie entre la région et Brest Métropole sera élaborée et viendra devant notre Conseil. Donc voilà peut-être en résumé le contenu et le contexte de présentation de cette délibération qui a fait l'objet d'un avis favorable à l'unanimité de la Commission. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Madame Madan, allez-y. Oui, Monsieur le Président, nous sommes saisis effectivement de ce rapport du fait des évolutions législatives qui amènent à coordonner notre métropole avec la région en matière de développement économique et d'initiative. Nous avons encore quelques interrogations sur ce qui est présenté comme des innovations importantes dans le développement de la Bretagne. Le concept de glase économique qui a été lancé il y a quelques années
on a pris un petit peu pour son grade, hein, malheureusement, entre les difficultés de notre agriculture, dont il ne faut pas oublier qu'elle traverse encore des crises. Hein, ça va mieux sur certaines productions, et c'est les autres qui se retrouvent de nouveau en crise. Donc voilà pour le vert du glace. Si l'on se tourne du côté du bleu, on a évoqué tout à l'heure la réparation navale, on peut aussi évoquer que les difficultés sur les évolutions en matière d'énergie marine renouvelable, enfin chacun a pu voir, la presse en est fait largement l'écho, que des changements radicaux de conditions de développement d'une activité sur laquelle nous comptions tous, ça ne veut pas dire qu'on lâche, mais c'est sans doute à terme plus éloigné. Alors bon, dans le glace, il y a du vert, il y a du bleu, mais il y a aussi du gris. Hein, et effectivement, c'est ce que nous avons sans doute de plus porteur. Notre matière grise, à condition de ne pas trop l'imiter. Alors, le document présente des défis intéressants. C'est là, effectivement, qu'on peut, dans le détail, voir ce sur quoi nous pourrons nous engager dans les années qui viennent. Et que parmi ces défis, certaines priorités sont mises en exergue. Et je retiendrai, par exemple, au titre du défi numéro 1, parmi les 3 projets prioritaires, parmi 10 objectifs, le projet numéro 3, auquel nous sommes, vous le savez, particulièrement attachés, renforcer l'attractivité du centre de la métropole. On a toujours insisté ici, dans cette enceinte ou à la ville, sur la nécessité d'avoir cette attractivité centrale, de ne pas diluer le centre, c'est le visage d'une métropole, et que nous donnons acte de ce que cette priorité a été prise en considération. Au titre du défi numéro 2, la plupart des actions qui sont citées recueillent notre soutien. Bon, on sera peut-être un petit peu plus sceptique, agnostique, si je peux dire, sur les totems, et ceci sans tabou, si j'ose dire. Mais 2 totems, ça fait peut-être un petit peu beaucoup, et même un, après tout, est-ce bien nécessaire par rapport à une population qui a depuis longtemps abandonné toute crainte de cet ordre. Défi numéro 3, alors là, c'est un plaisir véritable que de voir en priorité numéro 1 poursuivre la réduction des temps de trajet entre, d'une part, le Finistère, Rennes et Paris, Brest à 3 heures de Paris, donc à 1h30 de Rennes, et d'autre part, Brest et Quimper, améliorant ainsi l'ouverture vers le sud. Tout ça est bel et bon, nous l'approuvons, et je remercie Monsieur le président de ma commission, d'y avoir été particulièrement attentif. Maintenant, concrètement, qu'allons-nous faire pour que ça se mette en place, pour qu'on passe à la vitesse supérieure? Quand on regarde le site de LNOBPL qui de temps en temps met en débat de tels ou tels éléments, on a l'impression que ça n'est pas à très grande vitesse que tout ça avance. Alors, sur le défi numéro 4, nous n'avons pas d'objection majeure, ni nous sommes un petit peu moins convaincus par le défi numéro 5, mais c'est pas grave. Un mot sur la gouvernance. J'en avais exprimé que le vœu déjà, ce serait intéressant qu'elle puisse ne pas être organisée systématiquement, de telle sorte que nous ne puissions y participer. Néanmoins, comme vous le sentez dans mon propos, et comme disait le regretté Georges Marchais, tout ça est globalement positif. Nous voterons donc pour. Très bien, merci. Madame Louis. Oui, monsieur le maire, chers collègues. Rapidement, ce qui me pose souci, moi, dans ce document, ce sont surtout les analyses préliminaires, celles qui justifient les différents défis, les différentes solutions qui sont
qui sont ici proposés. Et comme simple exemple, je prendrai le paragraphe sur l'agriculture et l'industrie agroalimentaire puissante. Ce paragraphe est tout à fait problématique puisqu'il valorise la présence de l'industrie agroalimentaire dans notre territoire sans en critiquer à aucun moment le modèle de développement, expliquant même que, laissant entendre en tout cas que les soucis environnementaux viendraient des nouvelles exigences environnementales et non pas des dégâts dramatiques qui ont été causés par cette industrie agroalimentaire dans le Finistère. Donc rien que ces attendus-là montrent que les orientations qui vont suivre ne peuvent absolument pas répondre aux enjeux réels qui concernent notre territoire et la Bretagne. Et tout le reste est à l'avenant. On présente le territoire comme un territoire qui finalement, à lire ce document, irait particulièrement bien, ce qui est en contradiction avec les indicateurs économiques et sociaux qui sont ceux du territoire. Donc j'ai du mal à comprendre comment un document qui s'apparente plus à de la publicité qu'à une analyse économique puisse proposer des solutions intéressantes. Je note juste sur la page 7 un petit détail, je ne sais pas s'il est fait exprès, mais il y est dans la même page le fait que Brest soit le premier port militaire de la façade atlantique, dont on connaît quand même la présence régulière de sous-marins nucléaires dans notre rade, à tel point qu'il faut aujourd'hui distribuer des pastilles d'iode aux habitants, parce que le danger est réel et il existe. Et mettre un peu plus bas que la métropole rayonne, je me demandais si c'était un petit peu le sens de l'humour de la région Bretagne. Est-ce qu'il y a d'autres demandes de parole? Michel Oui, bon, je crois que tout à l'heure on reparlait de la glace économie, hein, que effectivement il y a le vert, où on peut pas nier une réalité, hein, qui est que la Bretagne est une puissance agricole et agroalimentaire qui génère une forte partie de ses revenus et de ses emplois. Et donc conforter cette puissance et ce socle, hein, puisqu'il s'agit d'une filière socle de notre économie, nous paraît important. Sur les remarques, hein, qui sont faites, hein, j'ai entendu, hein, il ne s'agit pas d'un document à vocation promotionnelle, ça c'est autre chose. Dans ce cas, ce serait du marketing, et effectivement, nous avons l'intention de travailler notre attractivité et le marketing territorial de Brest et de la métropole brestoise. Et ceci dit, hein, sur les indicateurs récents, économiques et sociaux, on peut rappeler que nous avons constaté une hausse de l'emploi salarié privé sur le pays de Brest, qui est aujourd'hui de plus 1,5% entre le troisième trimestre 2015 et le troisième trimestre 2016, contre 1,3% au niveau départemental et régional, et que nous revenons au niveau de 2008 en termes d'évolution de l'emploi salarié privé, et heureusement que le taux de chômage de notre zone d'emploi a baissé dans la période, dans l'année également écoulée, pour se porter à 8,9%, ce qui est encore trop, mais en diminution sensible. Un troisième critère, peut-être en matière de chiffres, c'est la baisse des liquidations et des redressements judiciaires qui sont inférieurs de 1% en 2016 par rapport à ce qu'ils étaient en 2015. Donc il y a une certaine convergence d'indicateurs favorables. Merci. Oui, juste, Monsieur le Président, chers collègues, il y a certains indicateurs qui sont à prendre quand même avec un peu d'attention, notamment sur l'emploi salarié. Il ne faut pas oublier que sur le port, hein, les salariés pourraient vous le dire, ils ont passé une partie de l'année 2016 en chômage technique. Ça n'apparaît absolument pas sur les données de chômage indemnisé pour l'emploi. Par contre, ce sont de réelles difficultés économiques qui se cachent derrière ces périodes de chômage technique. Donc le territoire ne va pas si bien que ça, et se le répéter comme un mantra, c'est pas ça qui va faire prendre les bonnes décisions. Peut-être un élément d'information sur la réparation navale qui a été évoqué tout à l'heure, qui a effectivement connu un trou d'air en 2016. On peut aujourd'hui dire ou annoncer que le plan de charge 2017 va s'annoncer de bonnes factures, ce qui est une excellente nouvelle pour l'industrie de réparation navale civile.
Merci. Pas d'autres demandes de parole. Donc, je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Madame Legré. Qui s'abstient? Personne. Qui est favorable? La délibération est adoptée. Michel Gourtet pour la troisième délibération face au Technopole. Merci. Il s'agit pour cette délibération d'approuver un projet de convention entre Brest Métropole Aménagement et la société Autocruise pour régler le sujet de la contribution financière de cette société à Brest Métropole Aménagement directement en contrepartie de sa part de programme des équipements publics de la ZAC du Technopole Brest-Iroise, puisqu'ils ont prévu sur un terrain leur appartenant une extension de construction d'une superficie de 475 mètres carrés, ce qui porte cette contribution versée par Autocruise à 25 175 € hors taxe. L'avis de la commission a été favorable à l'unanimité. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a... Oui, vas-y. Oui, je veux juste intervenir. Il s'agit d'Autocruise. On parlait tout à l'heure d'emploi sur le secteur. Je crois qu'Autocruise, c'est quelqu'un qui fonctionne bien, qui fonctionne avec une croissance assez extraordinaire. Rappelez qu'ils font à ce propos 2,9 millions d'investissements et que depuis 2 ans, le nombre d'employés a augmenté de 30%. Alors dire que l'emploi va mal partout, je crois qu'il faut regarder ça de plus près sur des technologies qui sont des technologies de pointe et d'avenir. Merci. D'autres demandes de parole? Madame Malgorn. En simple explication de vote, Oui, allez-y. donc ma foi les arguments viennent d'être exposés et c'est pour cette raison que nous sommes favorables. Très bien. Pas d'autres demandes de parole. Donc, on propose d'adopter cette délibération. Qui est contre son adoption? Personne qui s'abstient. Madame Legré qui est favorable. La délibération est adoptée à l'unanimité. La 4, Michel Gourtet. C'est le même principe que la délibération précédente, où il s'agit d'approuver un projet de convention entre Brest Métropole Aménagement et la société Brest Distribution pour régler sa contribution financière à Brest Métropole Aménagement directement en contrepartie de sa part de programme des équipements publics de la ZAC du port de commerce. Il s'agit d'un montant de 45 000 € hors taxe pour une superficie de construction de 750 mètres carrés. La commission a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Les demandes de parole? Madame Malgorn, explication de vote. Oui, Monsieur le Président, donc vous savez que nous n'étions pas totalement en harmonie avec le concept d'aménagement urbain de cette partie et les types d'affectation qui étaient prévus, qui ont été assignés. Toutefois, nous considérons que c'est un coup parti et que cette opération se situe dans la logique de l'aménagement qui existe déjà et qu'elle y trouve sa place. Nous voterons donc pour. Merci. Pas d'autres demandes de parole. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Madame Legré qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Armel Bourvil pour la suivante. Oui, Monsieur le Président, chers collègues, un projet de délibération, donc... oui, un projet modifié sur table. Ah oui, justement, j'allais y venir. Oui. Il est modifié, il est sur table, et la modification, en fait, porte sur un alinéa, c'était le nombre de représentants au groupement, qui n'est pas modifié, en fait. Donc, néanmoins, il y a une évolution de la convention constitutive, donc pour le GIP, Centre National des Phares, juste un rappel. Le conseil départemental du Finistère s'était engagé en fait à créer sur les sites de Brest et d'Ouessant une institution de référence pour la connaissance et la transmission de l'histoire et du patrimoine des phares. En octobre 2014, donc, le conseil départemental a voté la création d'un GIP avec ses 5 partenaires qui, pour information, sont donc l'État, Brest Métropole, l'Agence des aires marines protégées, le PNRA, donc Parc naturel régional d'Armoré, et la commune de Ouessant. Donc le GIP est la structure juridique de gestion et d'administration du futur Centre national des phares. En date du 20 novembre 2014, la collectivité a approuvé l'adhésion de Brest Métropole à ce GIP. Aujourd'hui, le projet du GIP
Centre national des phares, poursuit en fait son processus de création. La convention constitutive votée en 2014 a été précisée suite aux récentes évolutions de la loi. Néanmoins, donc, l'objet du GIP reste identique, à savoir donc, l'adhésion, le retrait ou l'exclusion de nouveaux membres, prononcés à la majorité des 2/3. Au niveau des ressources, l'ajout de toute autre ressource autorisée. Également les contributions aux charges du groupement précisées, sans incidence financière pour la métropole, c'est à noter. Et enfin, donc, le régime comptable et la soumission au code des marchés publics. Donc, en conséquence, il nous est proposé d'approuver la convention constitutive du GIP sans incidence financière, comme je le disais, et d'autoriser le président ou son représentant à signer les documents nécessaires à la mise en œuvre de cette décision. Avis de la commission donc, concernée, donc favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Madame Algorn. Oui, Monsieur le Président, nous avons déjà évoqué que ce projet, on voit qu'il est entouré que d'un certain flou. C'est un projet du Conseil départemental. La manière dont il est conduit fait craindre un désengagement sur Ouessant, dont on a déjà un certain nombre de signes qui se sont manifestés. On comprend l'intérêt qu'il peut y avoir à une valorisation au niveau national et international du patrimoine des phares et balises qui existent sur nos côtes, que cela ça se traduise par un démantèlement d'un modeste point d'attractivité sur l'île d'Ouessant, qui peut rejaillir d'ailleurs sur le continent, puisque l'image des îles c'est quand même quelque chose d'assez fort, et que pour y aller, a priori on passe par ici. Donc nous souhaiterions que notre collectivité joue un rôle un petit peu d'aiguillon positif dans cette affaire et que n'accepte pas les désengagements un petit peu en douce qui sont en train de se produire. C'est pourquoi, à ce stade, nous nous abstenons. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres demandes? Oui, Dominique Cap. Ouais, je tiens à souligner aussi que je suis un peu inquiet pour le musée des phares et balises à Ouessant. J'ai beaucoup travaillé dans une autre vie avec un monsieur avec des charpes blanches et une casquette qui s'est occupé de créer ce musée, donc je m'en suis beaucoup occupé. Ça a vraiment du sens dans le cadre de l'aménagement du territoire d'avoir, ça s'appelait l'ensemble des réseaux des musées du parc Henri d'ailleurs, puisqu'il y a plusieurs musées au sein du parc, dont le musée des phares-balles, qui est en termes d'image et de vision, on est le plus à la pointe de l'Europe que l'on puisse être, c'est au Créache là-bas, donc le musée, d'ailleurs j'invite tous les gens du conseil qui vont sur Ouessant à aller visiter ce musée des phares et balises, et il ne faudrait pas effectivement qu'au départ on crée un outil, et puis finalement pour des questions de mutualisation, d'économie d'échelle, ou ce genre de choses, on a vu souvent, on assiste à la fermeture d'un équipement des îles du Piémont. Voilà. Donc je crois qu'il faut qu'on soit vigilant pour que ce musée des phares et balises à Ouessant reste en vie. Bien. Je ne sais pas, est-ce qu'il y a des personnes qui siègent au conseil départemental qui souhaitent s'exprimer? Mais voilà, à ma connaissance, il n'est pas question de fermer, ni même de réduire. Après, on pourra peut-être compléter le musée des phares et balises qui est au Créache à Ouessant, avec beaucoup d'amitié. Mais il s'agit de récupérer du matériel qui aujourd'hui est à Bonneuil-sur-Marne, si ma mémoire est bonne. Et donc il n'y a pas d'objectif de transférer à Brest des choses qui sont aujourd'hui au musée des phares et balises d'Ouessant. C'est faire un procès d'intention malvenu, à mon avis, au conseil départemental. Et Armel Gaury va bien préciser. Oui, Monsieur le Président, je vous rejoins sur ce point de vue. Tout en sachant qu'au PNRA, donc, je représente la métropole, et je peux vous affirmer qu'il n'est pas question donc, de déshabiller Paul pour habiller Pierre. Non, au contraire, c'est de renforcer l'image du phare de Ouessant. Le renforcer parce que, si je fais un parallèle avec Brest Air Océane, également partenaire donc, sur Ouessant,
On sait très bien, et je vais dans le sens de Dominique, que de toute façon, à Ouessant, c'est tellement beau de voir un phare qui se doit, donc, et un musée qui se doit en fait d'être amélioré, ce qui sera le cas. Alors après, au niveau de Brest, quand j'entendais Madame Algorn, effectivement, de dire que c'est un petit peu dans le flou. Moi, je dirais que c'est en train de démarrer sur la partie financement, effectivement. Là, les gens du département auraient peut-être pu répondre. Bon, on évoque quelque chose comme 12 millions d'euros, donc c'est en train de se construire tout cela. Et Brest Air Océane, par rapport à ces phares-là, donc pour corroborer mon propos, et travaille justement pour organiser donc des ventes packagées qu'on proposera donc à nos visiteurs futurs pour faire la route des phares, quelque chose de très très fort. Donc pour faire une route des phares, eh ben, il faut que les phares et les musées soient forts. Donc voilà pourquoi les investissements sur Ouessant, on peut s'attendre à quelque chose de merveilleux et continuer à développer en fait l'image touristique du territoire. Voilà ce que je pouvais apporter comme élément de réponse. Très bien, bon, tout a été dit. Je propose d'adopter cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Donc RPB et EDA, favorable, c'est adopté. Merci. Thierry Ferret pour la convention intercommunale du logement. Voilà, il s'agit de créer la conférence intercommunale du logement, la CIL. Donc, en fait, la loi Allure confie aux EPCI la gouvernance de la politique d'attribution des logements sociaux en articulation avec les politiques locales de l'habitat. Et ceci donc pour réduire les inégalités sociales sur les territoires. Et l'habitat est bien sûr un volet majeur qui propose justement des dispositifs qui permettent de renforcer la mixité sociale. Donc il s'agit de rendre obligatoire pour les métropoles l'engagement d'une démarche d'élaboration d'une politique intercommunale de gestion de la demande de logement social, d'information des demandeurs et d'attribution des logements sociaux. Donc, vous avez dans la délibération les missions qui seront confiées à la CIL. Il s'agit de l'élaboration et suivi de la convention d'équilibre territorial pour la mise en œuvre de la politique d'attribution de la métropole. Il s'agit de la définition des orientations de la politique intercommunale sur les attributions. Et enfin, l'élaboration du suivi du plan partenarial de gestion de la demande locative sociale et d'information des demandeurs. Vous avez aussi la composition et la désignation des membres, conformément à la loi Allure. Et donc, il est dit aussi que la CIL de la métropole constituera une commission opérationnelle après sa mise en œuvre, chargée de la mise en œuvre de l'ensemble des thématiques, et qu'elle élaborera aussi son règlement intérieur pour préciser le fonctionnement de l'instance. Voilà, avis de la commission favorable à l'unanimité. Merci. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Il n'y en a pas, donc on adopte cette délibération. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? Elle est adoptée à l'unanimité. La 7, Tiffaine Guiguer. Oui, Monsieur le Président, il s'agit d'approuver le projet de prolongation d'un avenant au dispositif maintien à domicile des personnes âgées, et ce jusqu'au 30 juin 2007 à la convention financière entre Brest Métropole, qui est le maître d'ouvrage, et les 8 communes de notre agglomération. Je vous rappelle que le dispositif de maintien à domicile des personnes âgées a pour objectif de sensibiliser et accompagner les personnes de plus de 60 ans, résidant à titre principal sur le territoire de la métropole, et ce dans une démarche d'aménager leur habitat, leur permettant ainsi d'y vivre dans de bonnes conditions malgré le vieillissement, le handicap physique ou psychique. Brest Métropole et les communes ont souhaité reconduire le dispositif. Néanmoins, afin de permettre de finaliser le travail de bilan-évaluation et pour éviter la rupture du service aux particuliers, il est ainsi proposé de passer un avenant au marché actuel pour prolonger le dispositif de 6 mois, donc du 1er janvier au 30 juin 2017. Le coût du dispositif sur cette période est estimé à un peu plus de 19 000 €. Il vous est donc proposé d'approuver les dispositions de prorogation de ce dispositif et de vous permettre, Monsieur le Président, de signer l'avenant à la convention financière. Avis favorable à l'unanimité. Merci. Les demandes de parole? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient? Personne qui est favorable? La délibération est adoptée à l'unanimité. Alain Masson pour la 8. Oui, Monsieur le Président, il s'agit de mettre en œuvre par un avenant les discussions qui ont eu lieu depuis 2010 avec GRDF dans le cadre de la Fédération nationale des collectivités concédantes et régies. Donc vous avez tous les points qui permettent de faire des modifications, et ceci sans attendre le renouvellement du contrat.
la commission compétente a donné un avis favorable à l'unanimité. Merci. Des questions? Il n'y en a pas. On adopte. Qui est contre? Personne qui s'abstient. Personne qui est favorable. C'est adopté à l'unanimité. Enfin, la 9, Alain Masson. Oui, Monsieur le Président, il s'agit là d'un avenant sur le contrat d'objectif territoire, énergie, climat, ce qu'on appelle le COTEC. Donc un avenant qui prend en compte de nouvelles actions, en particulier dans l'éducation, avec la problématique des pédibus, des vélobus, etc. Et inciter aussi au changement de comportement par les plans de déplacement entreprise et par aussi un certain nombre d'actions sur le covoiturage, enfin par l'ouverture d'une maison des mobilités. Cela se traduit par une modification sur le financement, enfin, un ajout avec une partie fixe de 270 000 en plus et une partie modulée de 180 000. Les commissions compétentes ont donné un avis favorable à la majorité. Très bien. Est-ce qu'il y a des demandes de parole? Oui, Madame Le Bric. Monsieur le Président, chers collègues, cette délibération pourrait réjouir les personnes conscientes des enjeux climatiques pressants si la réalité des actions ne venait pas contredire l'énumération des bonnes intentions. Ainsi, sur la mobilité durable, le paragraphe serait alléchant si BAPAV, Brest à pied à vélo, ne venait pas justement de critiquer le manque d'impulsion de la collectivité sur le sujet. On pourrait prendre, par exemple, le fait qu'il n'y ait absolument rien comme dispositif pour les vélos au Capucin ou sur le parking Carrefour Trace, pourtant tout nouvellement rénové. On pourrait citer également les voitures qu'on retrouve absolument partout sur les trottoirs dans la ville-centre de notre métropole et les piétons insécurisés par l'impunité permanente des automobilistes brestois. Par exemple encore sur la politique énergétique, l'absurdité de la publicité pour les dispositifs proposés par la collectivité qui passent en boucle sur des panneaux numériques Clear Channel particulièrement gourmands en énergie et pire qui sont suivis de publicités pour les voitures. Je pourrais continuer en citant la cohérence du discours sur la biodiversité, mais cela a été très bien montré par les interventions des riverains en début de ce conseil. On pourrait encore continuer en parlant du climat déclic, dont l'édition 2015 a été marquée par la déception des CCQ et des entrepreneurs participants. Là encore, on pourrait revenir sur le parking Carrefour Trace, les habitants ayant proposé d'en faire un grand jardin et qui vient aujourd'hui d'être sinistrement bétonné. Donc toutes ces raisons, ce décalage permanent entre le discours et les actions fait que ce texte n'est absolument pas votable. Madame Malgan. Oui, Monsieur le Président. Donc, l'objet précis de cette délibération, il y a une interférence là, voilà, est de pouvoir bénéficier d'une subvention pour de nouvelles actions dans le cadre d'un contrat avec l'ADEME. On pourrait dire, toucher une subvention, ma foi, on ne va pas être contre. Mais comme vous le savez, nous regardons toujours si l'objet apporte quelque chose de positif. Alors dans les actions qui sont proposées, certaines d'entre elles pourraient recueillir notre soutien. Ça n'est pas le cas de toutes, et c'est pourquoi nous nous abstiendrons. Merci. Alphonse Carnelis. Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais d'abord souligner que cette délibération va dans le bon sens à travers l'intégration d'un volet mobilité durable dans le COTEC à travers deux axes. Le premier concerne l'éducation à la mobilité durable pour les scolaires de primaire et de collège. Le deuxième acte incite au changement de comportement pour tout public, en contribuant activement au transfert modal de la voiture individuelle vers la marche, le vélo, le covoiturage et les transports collectifs par exemple. Les actions et les objectifs proposés à travers le COTEC sont ambitieux et nécessaires, car économiques, bénéfiques pour la santé, l'environnement, le cadre de vie des habitants de la métropole. S'il vous plaît. Encourager la part modale de la marche et du vélo permet de rendre attractif notre territoire en améliorant la qualité et le cadre de vie. Le vélo consomme moins d'espace que les voitures. La marche et le vélo consomment aucune énergie fossile, ne produisent aucune émission de CO2 ni de particules. À l'heure où les alertes à la pollution sont fréquentes, nous devons encourager ces modes de déplacement écologiques et bons pour la santé. Beaucoup reste à faire, bien entendu, pour développer la place du vélo, mais je voudrais quand même signaler les réalisations qu'ont permis la mise en place du schéma directeur vélo en 2010, puisque cela a permis de faire passer les itinéraires aménagés de 100 à 180 km.
Cela a permis également d'aménager et de baliser des itinéraires sécurisés pour la pratique du vélo loisir sur les axes Gouesnou, Brest, Gouesnou, Les Avers, sur l'axe Gouesnou, Board, Guilher, Saint-Venant, ainsi que sur l'axe Brest, Plouzané, Lhomme-Maria-Plouzané. Le